Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'investisseurs de qualité. Oui, parce qu'on va parler aujourd'hui d'investisseurs de qualité. La crème de la crème des value investors. Donc, alors, quand je parle, déjà, premièrement, c'est quoi le value investing? Le value investing, c'est acheter, voilà, essentiellement quelque chose qui vaut 1 dollar à 50 centimes. On va le dire simple. D'accord? Donc, c'est acheter uniquement des entreprises qui sont sous-évaluées. Donc, maintenant, dans le value investing, il y a plusieurs déclinaisons. Et quand je dis sous-évalué, c'est du point de vue quantitatif. OK? Maintenant, dans ce value investing-là, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a du value investing, voilà, qui se focalise essentiellement sur les entreprises qualitatives. Il y a du value investing qui se focus essentiellement, excusez-moi, qui se focalise essentiellement sur les entreprises qui sont extrêmement sous-évaluées, donc on appelle généralement le deep value. Et il y a également certains qui se focalisent, bon, c'est une sorte de deep value également, mais c'est plus des asset play. Donc, ils se focalisent essentiellement sur des entreprises qui sont sous-évaluées et qui ont des actifs cachés. Donc, il y a plusieurs déclinaisons, d'accord? Il n'y a pas que juste trois, ça c'est juste ce que j'ai cité comme ça. Donc, essentiellement, c'est des value investors, d'accord? Des value investors. Et quand on parle généralement de value investing, on parle de Benjamin Graham, donc celui qui a écrit L'investisseur intelligent, qu'on appelle généralement vulgairement le maître de Warren Buffett. So, c'est un peu considéré l'investisseur intelligent comme le livre Security Analysis est un peu considéré comme la Bible du value investing, d'accord? So, ça vous permet à peu près d'avoir une idée générale ici de comment est-ce que se passe le marché, comment est-ce qu'on analyse une entreprise, d'accord, du point de vue d'un investisseur. So, dans cette liste-ci, je vais me baser sur le site Dataroma. Et il faut déjà que je précise une chose. Sur Dataroma, il y a de grandes chances que tous ceux qui sont présentement sur Dataroma, actuellement, ils sont 78, soit des value investors. Parce que la personne qui crée ce site-ci, c'est un value investor. Donc, je sais déjà que tous ceux qui sont sur cette liste sont des value investors. Alors, maintenant, qu'est-ce que moi je vais ajouter en supplément? Je vais me focaliser essentiellement sur un type de value investor, donc un quality value investor. Donc, essentiellement, des gens qui se basent sur des entreprises qui sont quantitativement sous-évaluées et qui ont des avantages compétitifs durables. D'accord? Ces avantages compétitifs durables vous permettent de garantir, enfin, de protéger vos marges et de pouvoir à peu près avoir un certain niveau de croissance dans le temps. Donc, voilà, ils prennent à peu près deux choses, la valeur et la croissance. Parce que pour moi, en fait, je vous ai toujours dit que la valeur et la croissance, c'est la même chose pour moi. Valeur sans croissance, c'est un piège de valeur. Croissance sans valeur, c'est un piège de valeur également. Donc, c'est un piège. OK? Donc, on n'achète pas essentiellement une entreprise parce que le revenu augmente. Non. On n'achète pas essentiellement une entreprise parce que le price to earning est bas. Non. D'accord? Il faut regarder au-delà. Donc, sur cette liste-ci, c'est ma liste à moi. Ce sont des investisseurs qui me parlent. Donc, quand j'arrive sur Dataroma, j'ai l'habitude d'aller regarder dans leur portefeuille qu'est-ce qu'ils ont et pas dans le but d'acheter la même chose. Vu que je connais à peu près la stratégie de ces investisseurs-là, la question que je me pose présente est généralement de savoir pourquoi est-ce qu'ils achètent ça. Donc, c'est uniquement pour me poser la question pourquoi. C'est pas juste pour aller piquer et aller mettre dans mon portefeuille, jamais. Parce qu'ils achètent pour une raison, elle est sous-évaluée, mais la raison, être sous-évalué, ce n'est pas tout. Il faut aller au-delà. Elle est sous-évaluée parce que peut-être le price to earning est bas, parce que peut-être on a, non seulement le price to earning est bas, on a également un potentiel de croissance à long terme parce qu'il y a peut-être ici il y aura peut-être, je prends un exemple, hein, il y a peut-être la guerre en Ukraine présentement, on se rend compte que bon, on va investir massivement dans les entreprises ici qui sont dans le secteur ici défensif, d'accord, donc à peu près dans le secteur de l'armement, etc. Parce qu'on se dit que ça va durer. D'accord? Et on se dit qu'OK, présentement, ils sont à bon prix. Et même si la guerre s'arrête, on pourra continuer à vendre à peu près certains éléments ici pour la maintenance, etc. Donc, ça peut être un narratif ici. Et c'est le narratif qui est important, c'est le narratif que vous n'allez pas avoir ici. D'accord? Donc, le narratif, vous pouvez l'avoir de vous-même en lisant les rapports financiers. So, ici, c'est juste une boîte à idées. Comme par exemple, quand je fais genre mes vidéos, vous voyez que cette entreprise est bonne parce que voilà, elle semble quantitativement sous-évaluée. Mais au-delà de ça, elle a peut-être un avantage compétitif. Par exemple, si vous voulez voyager, vous allez peut-être passer par booking.com. Donc, oui, on est en concurrence avec Airbnb, mais il faut également savoir que ce que Airbnb fait, on fait la même chose. Donc, présentement, on a des coûts d'exploitation plus bas que Expedia, etc. Donc, c'est ça le narratif. Et c'est grâce à ce narratif-là que vous pouvez investir à long terme. Parce que le narratif vous permet de poser les bonnes questions. Bon, sur ma liste ici, j'ai pris uniquement des gens des gens à qui j'aimerais ressembler en tant qu'investisseur. OK? So, le premier sur la liste, je pense que vous l'avez deviné. Premier sur la liste, c'est Warren Buffett. Simple. Sur Warren Buffett ici, dans son conglomérat, c'est pas un fonds d'investissement, c'est un conglomérat. D'accord? Donc, Buffett ici,
on tape Buffett, Berkshire Hathaway. Et quand je regarde Berkshire Hathaway, il faut savoir une chose, c'est un quality value. Donc, il achète essentiellement des entreprises sous-évaluées qui ont des avantages compétitifs. Et dans ce portefeuille-ci, ils sont 3 à gérer le portefeuille. Donc, faites attention. Et généralement, tout ce qui est au-dessus de 2 milliards requiert l'accord de Warren Buffett. Donc, quand c'est dans les 10, 20, 30, dites-vous que c'est lui qui prend la décision. D'accord? Ou bien c'est lui qui a décidé d'acheter. D'accord? Donc, par exemple, quand on achète Taiwan Semiconductor ici, il y a de grandes chances que ce soit lui qui l'ait fait. De toutes les façons, on aura l'information quand il y aura l'Assemblée générale, parce qu'on va lui poser cette question. On sait pertinemment que ce genre d'industrie-ci, voilà, il a très souvent évité le secteur technologique ici, mais Taiwan Semiconductor ressemble à peu près à une entreprise dans laquelle il aurait lui-même investi, parce que Taiwan Semiconductor, voilà, n'est pas sujet à l'obsolescence technologique. Ok? Donc, qu'importe la technologie ici, tout ce qu'eux ils font, c'est fabriquer pour les autres. C'est tout. Donc, ils ont besoin uniquement d'améliorer leur process. Et pour construire une usine ici qui fabrique des semi-conducteurs, c'est des dizaines de milliards. Donc, quelqu'un ne se lève pas un matin pour venir vous faire concurrence. Et ça demande une certaine expertise que tout le monde n'a pas. Et ils ne sont pas très nombreux à les avoir aujourd'hui. La plupart des foundries, comme on les appelle ici aujourd'hui, voilà, il n'y en a pas énormément. Ok? Donc, c'est un marché qui est très concentré. Il n'y a pas de concurrence ici au niveau des coûts, etc. C'est surtout le process, parce que la personne qui vient vous demander de faire un microprocesseur pour lui veut essentiellement la qualité. Point. Vous pouvez regarder la plupart des éléments dans son portefeuille ici. C'est toutes des entreprises qualitatives. Donc, on va déjà s'arrêter là. Je pense qu'on a parlé de Warren Buffett précédemment. Ça, c'est le premier sur la liste. Le deuxième sur la liste s'appelle Chuck Akre. Chuck Akre, vous ne le connaissez sans doute pas. Il y a très peu de personnes qui vont le connaître d'ailleurs, parce que vous avez l'habitude de connaître les mêmes personnes. Warren Buffett, comment il s'appelle encore le monsieur qui a fait le film là, je ne sais pas lui qui a fait le film en tout cas, mais je pense que vous savez de qui je parle. Je pense qu'on a fait essentiellement un truc sur lui la dernière fois. Donc Michael Burry, d'accord, qui est un deep value, il ne sera même pas sur la liste, je vous annonce déjà, il ne sera pas sur cette liste-ci. Donc le deuxième sur la liste ici, c'est Chuck Akre. Chuck Akre a une particularité, c'est un quality value, donc c'est un value investor accès qualité ici, et c'est quelqu'un qui investit réellement pour le long terme. La plupart des entreprises qu'il a en portefeuille ici sont en moyenne dans son portefeuille, surtout les plus grosses, au moins une dizaine d'années. Si ce n'est, voilà, en tout cas 5 ans en montant. Par exemple, Mastercard, il a acheté Mastercard depuis très très longtemps. Je dis bien avant 2000. Et quand on dit 2010 ici, j'ai même l'impression que ce ne soit pas juste 2010. D'accord? Même si on prend 2010 par exemple, vous allez constater qu'il a acheté à 25 $, l'action. La plus grosse position a été bâtie jusqu'à 45 $ l'action. D'accord? Entre-temps, aujourd'hui, il détient à peu près 5 milliards 891. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ajoute de plus en plus. Il peut peut-être recevoir des dividendes, ou bien il est peut-être inscrit au programme de Dividend Reinvestment Plan. Généralement, aux États-Unis, vous avez la possibilité de le faire, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Enfin, je ne sais pas si vous avez la possibilité de le faire en tant qu'Européen, mais c'est une politique ici qui vous permet, au lieu de vous faire payer en dividende, vous pouvez être payé en nouvelle action. Donc, c'est plus efficient au niveau des taxes ici. Vous voyez qu'il a acheté le plus gros de sa position, disons même s'il a acheté à 100 $ l'action. Actuellement, Mastercard est à 284 $ l'action et il continue à acheter un tout petit peu. OK? Ça peut être une entreprise que vous pouvez regarder également. Et Chuck Akre, la plupart des entreprises qui sont dans son portefeuille sont qualitatives. AMT, par exemple, American Tower, il a American Tower depuis plusieurs années. Et le narratif derrière American Tower, c'est essentiellement, il connaissait la taille du marché, il connaissait les compétiteurs et il savait également qu'est-ce qui pousse les compagnies de télécom à vendre leur tour télécom ici. D'accord? Essentiellement ici, pour pouvoir dégager du cash, pour pouvoir investir massivement, pour acheter du spectrum. Donc, généralement, excusez-moi si je dis spectrum, on va y revenir dessus sur une certaine vidéo ici. Donc, c'est acheter peut-être le droit de... Voilà, pouvoir exploiter le réseau 5G. Parce que dites-vous que quand il y a une nouvelle technologie, par exemple la 3G, 4G, 5G, vous n'allez pas vous lever un matin, vous dites, OK, maintenant je vais lancer la 5G. Non, vous allez acheter le droit. Et vous achetez le droit où? Chez le gouvernement. Et à la fin de la journée, ces droits-là, on les vend massivement. Ça coûte beaucoup d'argent. Et vous allez voir, par exemple, que les compagnies aux États-Unis, présentement, dans les Verizon, les Comcast, les AT&T, ou bien les T-Mobile, Sprint, ont dépensé énormément d'argent pour acheter du spectrum. C'est sans doute pour ça que les états financiers, présentement, il y a énormément de dettes. OK? Ils n'ont pas le choix que de le faire pour avoir le réseau 5G ici. Vous voyez qu'ici, en achetant du AMT, depuis plusieurs années, il est dans ce bateau-là depuis très très longtemps. Et si vous regardez son yield on cost par rapport au dividende versé ici aujourd'hui, il est tout simplement énorme. OK?
Ça, c'est pour Chuck Akre ici et vous pouvez continuer à regarder le reste des entreprises ici. Donc, c'est un value, c'est un quality value investor. Comme son nom l'indique, essentiellement des entreprises qualitatives ici. So, vous pouvez continuer à aller voir ça ici dans son portefeuille. Ça, c'est la deuxième personne sur la liste. La troisième personne sur une autre liste ici, d'accord, ça sera Acco Capital. Donc, Acco Capital, en fait, ce n'est pas une personne, c'est un hedge fund ici qui est axé qualité. Si vous avez vu la dernière vidéo quand je parlais de livre ici, j'ai parlé d'un livre qu'on appelle Quality Value. Le livre s'appelle Quality Value. C'est pas Quality Value, c'est Quality. Je pense que c'est Quality Investing. Donnez-moi juste un instant. Absco Capital. Je prends ici. Absco Capital. Book. On va mettre ça ici. On va le trouver directement. Voilà. Quality Investing. Quality Investing. Je vous encourage vivement à lire ce livre aussi. Très important. So, Adco Capital a une stratégie qui est essentiellement basée sur la qualité à bon prix. D'accord? Donc, quand on arrive là, Booking.com. Booking Holding, qui est encore sous-évalué ici aujourd'hui. La vidéo est sur la chaîne. Il a acheté l'entreprise aux alentours de 1345 $ l'action. Aujourd'hui, on est à 1643. Cette entreprise, je pense minimum, c'est 4000. Je dis bien minimum, c'est 4000 si on garde le niveau de croissance actuel. Sinon, au prix actuel, vous ne perdez pas d'argent de toutes les façons. Il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas. La concurrence Airbnb, techniquement, Airbnb aimerait nous ressembler. L'avantage d'Airbnb, c'est que Airbnb est devenu aujourd'hui comme je dirais pas un verbe. Hein. C'est comme, c'est comme, même pas un verbe. C'est très souvent quand on dit un Airbnb, c'est pour signifier ici une location courte durée. So, c'est devenu également un voyagiste à part entière, un peu comme les Expedia et les Booking.com. Quelque chose ici, ils ont réussi à le faire très rapidement parce qu'ils sont arrivés sur un segment d'activité qui n'existait pas encore. Ils ont presque créé ce segment-là. Et dites-vous que les entreprises comme Expedia et Booking ont commencé à faire la même chose. Et vous allez voir que Booking.com est l'un des plus gros clients de Google. Surtout le Google Research, d'accord? So, ils sont du moteur de recherche ici. C'est l'un des plus gros clients. Au point où on pensait même que Google voulait les concurrencer. Ce qu'ils ont commencé à faire, mais ça ne marche pas autant. Ça ne marche pas aussi bien que ça, d'accord? Donc, vous avez Accenture, Thermo Fisher, Visa, Qualité, Intercontinental Qualité, Equifax, Alcon, Alphabet, Dollar General, Estée Lauder, Allegion, Lind, Adobe, Otis, Zoetis, Ferrari, Fair Isaac Corporation, magnifique. Regardez les marges de cette compagnie-ci. En fait, je n'ai même pas encore commencé à parler d'entreprises qualitatives sur cette chaîne-ci. Je vous assure qu'on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore fait les 1%. Réellement. Parce que quand je regarde ce portefeuille ici, toutes les entreprises qui sont ici, au moins je les ai recitées, au moins elles mériteraient au moins une vidéo sur cette chaîne. Au moins une. Et quand vous regardez toutes les entreprises que j'ai eu à faire ici, on n'est même pas à la moitié. D'accord? Donc, ce portefeuille ici, il est à suivre. D'accord? So, on continue ici. Le troisième on était sur le troisième. Le quatrième sur la liste, c'est qui? Gainer. Donc, Gainer ici, c'est quelqu'un qui travaille dans une compagnie d'assurance. D'accord? La compagnie d'assurance s'appelle Markel. Et Markel, en fait, c'est une compagnie d'assurance qui est cotée en bourse. Donc, quand vous allez regarder MKL, c'est un peu comme un mini Berkshire Hathaway. Donc, Markel Corporation, vous allez voir que voilà. Voilà, vous allez voir qui détient Markel Corporation. Rochon, Davis, Buffett, Rousseau. Et vous allez savoir pourquoi est-ce que je le mentionne. Donc, vous voyez ici, Markel Capital, c'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est le Markel Corporation, la compagnie d'assurance. Derrière, il y a le fonds, il y a le bras financier, le bras d'investissement, donc un peu comme Berkshire Hathaway, qui est réellement, en fait, c'est un conglomérat bâti autour d'une compagnie d'assurance. Faites attention. Donc, c'est avant tout une compagnie financière. C'est avant tout un assureur. C'est pour ça que le book value est important quand vous analysez Berkshire Hathaway. So, il détient quoi ici? Berkshire Hathaway, le A et le B. D'accord? Prenons par exemple le A qu'il a acheté. Voilà, le A ici, que tout le monde ne peut pas acheter. D'accord? Aujourd'hui, le A, je pense qu'on est autour de 400 000 $ l'action. Et lui, il les a ici depuis avant même les 100 000 $. OK? Parce que quand vous remarquez ici, je pense que ce site-ci prend uniquement des achats effectués aux alentours de 2006 par là. Donc, lui, il a acheté du Berkshire Hathaway depuis très, très longtemps. Avant même les 100 000. D'accord? Et vous remarquez qu'il en possède toujours jusqu'à aujourd'hui. OK? Même si la taille, voilà, la position a même un tout petit peu augmenté ici. Donc, c'est vraiment un value investor long terme. Vous parlez de long terme? Franchement, lui, il fait du long terme réellement. Donc, par exemple, quand on parle de Brookfield Asset Management, vous n'êtes pas nombreux à connaître cette compagnie-ci. Le PDG de cette compagnie-ci est l'un des meilleurs investisseurs au monde. Bruce Flatt. Allez-y, regardez.
Regardez à quoi ça ressemble, quand est-ce qu'il a pris l'entreprise et à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est un Canadien, c'est l'un des meilleurs. En fait, il n'a rien à envier à Warren Buffett pour dire la vérité. En fait, personne ici dans cette liste a quoi que ce soit envié à Warren Buffett. Ok, chacun a sa particularité. Il n'empêche qu'à la fin, tous sont des bons investisseurs. Donc ici, vous avez donc Thomas Gaynor ici, vous avez regardé toutes les entreprises. Home Depot, Deere, Diageo. Et attention, il ne vient pas de les acheter. Il les a achetés depuis très, très longtemps. Ok, quand vous allez acheter du John Deere ici aujourd'hui, lui, il a du John Deere depuis les $100 l'action. Ok, quand vous allez acheter du Disney ici aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qui détient du Disney ici depuis à peu près, on va se dire, les $30 l'action. Et il a ajouté, réduit sa position entre-temps, n'empêche que présentement, il ajoute de plus en plus. Et dites-vous que ce n'est pas un value investor dans le sens où je veux regarder uniquement des éléments quantitatifs. Non, il connaît, il comprend l'entreprise dans laquelle il investit. Parce que c'est uniquement comme ça que vous pouvez faire du long terme. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y en a vraiment pas. Quand vous regardez ici le portefeuille Watsco, très belle entreprise. Archer Daniel Midland, il ne vient pas de l'acheter. Archer Daniel qui fait de bons résultats ici aujourd'hui, il les a depuis il a cette compagnie ici depuis très très longtemps. Je dis bien depuis très très longtemps. Son portefeuille est essentiellement quantitatif. FactSet, excellente entreprise. On n'en a même pas encore parlé. Rollins, très belle entreprise. On n'en a même pas encore parlé. Ecolab, très belle entreprise. Eco, on en a parlé. Très belle entreprise. Et NVR, très belle entreprise. Parfois, ce que je fais, c'est que je clique sur l'entreprise, une compagnie qualitative pour essayer de voir qui la détient. Vous allez voir qu'ils détiennent tous les mêmes entreprises. On aperçoit qui ici? Gaynor Rochon. On va y revenir encore. Cette personne-ci, son portefeuille est à suivre. Est-ce qu'il y a un nouveau bail ici, par exemple? Est-ce qu'il vient d'acheter une nouvelle entreprise ici? Généralement, focalisez-vous sur ce qui est aux alentours de 1% par là, parce que ce qui est en dessous, généralement, ce sont des positions de suivi. Donc, je peux peut-être acheter une action de Electronic Arts. Ça ne veut pas dire que je crois réellement en Electronic Arts, mais c'est parce que psychologiquement, ça vous donne un intéressement supplémentaire à l'entreprise. Et ça vous permet également de suivre l'entreprise au day-to-day, parce que quand vous regardez votre portefeuille, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je détiens ce... Ah oui, j'ai acheté cette compagnie ici pour la suivre. Peut-être que je n'ai pas terminé, il faut que j'aille regarder un tout petit peu. Est-ce qu'elle est toujours sous-évaluée? Donc, il y a des positions de suivi uniquement. C'est pour ça que quand je regarde ce genre de portefeuille, je regarde généralement la taille du portefeuille et essentiellement, je me focalise à peu près sur celles qui ont 0,5% en montant. OK? Et les plus importantes ici, les 1%, 3% ici, on prête encore plus attention. OK? Ça, c'est pour Thomas Gaynor. Ce n'est pas le seul Thomas ici parce qu'il y en a un autre après. Donc ici, après, je passe sur Rochon. François Rochon. Rochon, ici, c'est un Canadien, c'est un Québécois, ok? Et en tant que Québécois, je ne suis pas Québécois, j'aurais pu citer d'autres personnes, sauf qu'ils ne sont pas sur cette liste-ci. C'est pour ça que je ne vais pas les citer, ok? Vous avez François Rochon. François Rochon, essentiellement Quality Value. Et ce que j'aimerais mentionner sur lui, c'est allez-y lire ses lettres annuelles. C'est en français, donc vous n'avez pas d'excuses. Ce sont en fait, c'est des mini-cas d'études en fait, d'école. Il vous dit pourquoi est-ce que j'ai acheté telle entreprise, pourquoi est-ce que j'ai vendu telle entreprise, quelle est l'erreur que j'ai faite. Il le fait à chaque fois. Il y a des erreurs d'omission, il y a des erreurs de commission. Erreur d'omission, généralement, c'est genre, il y avait une entreprise, il a bien vu qu'il y avait de la qualité dessus, mais il n'a juste pas acheté. Erreur de commission, c'est par exemple qu'il a vendu une entreprise ici avant, voilà, alors qu'elle était encore qualitative et elle a fait peut-être x2, ou bien il a acheté une entreprise ici alors qu'elle n'était vraiment pas qualitative. Et vous dit, pourquoi est-ce que j'ai fait une erreur? Et je pense qu'on apprend plus des erreurs des gens plutôt que quelqu'un vienne vous dire que oh, j'ai acheté telle entreprise, j'ai gagné de l'argent. Je m'en fous de savoir si tu as gagné de l'argent dessus. Je veux savoir quand tu as gagné, qu'est-ce que tu as appris? Quand tu as perdu, qu'est-ce que tu as appris? Parce que c'est ça le plus important en réalité. C'est ça le plus important. Donc, il faut écouter. Les erreurs des autres sont plus importantes que les succès des autres. Il faut écouter parce que ça vous permet ici de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, regardez son portefeuille. Qualitatif. Essentiellement, quand je le regarde ici, je n'ai rien à dire. Fortune Brand est sous-évaluée. Je le mentionne encore. Cette compagnie-ci est sous-évaluée également. SSNC. Vous voyez, il a du Disney, tout le reste ici. Donc, voilà, c'est que de la qualité. Donc, ça, c'est François Rochon. OK? Maintenant, on continue. Le prochain sur la liste, c'est qui? Juan Conniff et Goldfarb. J'ai mal écrit ici. Ça écrit ruine parce que ce truc-ci, le machin, comment on appelle ça, le post-it, il corrige même les noms. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. J'ai envie d'enlever cette option-là. Donc, ce n'est pas ruine, c'est Juan Conniff et Goldfarb. D'accord? Donc, Juan Conniff et Goldfarb ici. Donc, on fait ça. On met Juan. D'accord? Conniff et Goldfarb. Si vous avez l'habitude de lire les lettres financiers de Warren Buffett, quand il a vendu, parce que Warren Buffett ici, quand il a acheté Berkshire Hathaway, avant il avait un fonds. D'accord?
Avant, il avait un fonds, je pense que c'était Buffett Partner, un truc comme ça. Et quand il a liquidé ce fonds-là, parce qu'il voulait passer à autre chose, ok, donc il voulait essentiellement investir son propre argent majoritairement, il a demandé à ceux qui étaient investis avec lui de soit continuer à le suivre ou aller investir dans le portefeuille, dans le fonds d'investissement Sequoia Fund ici qui était dirigé par, j'oublie juste le nom de la personne ici, mais c'était un de ses grands amis. Ok, je pense malheureusement il est décédé ici aujourd'hui. Donc c'est un fonds qui continue essentiellement ici à exister, mais ils ont une stratégie purement quality value. Donc vous voyez ici United Health, je pense que United Health, ils possèdent cette compagnie ici. Voilà, ils l'ont acheté aux alentours de 2020 $249. On a déjà doublé ici aujourd'hui. Je sais que quelqu'un m'a demandé d'analyser cette compagnie depuis très très longtemps, mais sachez que cette compagnie reste une énigme pour moi parce que c'est un assureur, mais qui ne se comporte pas comme un assureur. C'est un assureur avec des services derrière, donc je ne sais pas, j'essaie de voir comment est-ce que je vais l'analyser parce que je n'aime pas raconter beaucoup de bêtises, même si je dis beaucoup de bêtises dans mes vidéos, mais parfois également, j'aime à peu près voir si je ne me trompe pas, ok? Je n'aime pas trop me tromper non plus, ok? Je n'ai pas peur également de me tromper, mais j'essaye de faire le maximum ici. So, je sais que United Health est sur ma liste. Donc, vous avez ici du Google, du ICE. Et ici, par exemple, c'est dans ce portefeuille-ci que j'ai connu Eurofin Scientifique. Quand j'ai vu Eurofin Scientifique ici, je dis, mais c'est quoi cette compagnie? Je suis allé regarder et ça m'a plu. Avant même de commencer à faire des vidéos YouTube, je connaissais déjà Eurofin Scientifique ici, qui est une très belle entreprise. Une très belle entreprise. Donc, vous pouvez voir ici qu'ils détiennent énormément d'autres entreprises ici et ils sont essentiellement des value investors et ils sont là pour le long terme réellement. So, ça c'est pour Juan Conniff et Goldfarb. Après Juan Conniff et Goldfarb ici, on va sur Terry Smith qui est c'est un Britannique. D'accord, on l'appelle vulgairement également le Warren Buffett britannique. So, il écrit beaucoup ici dans le livre, ça s'appelle comment, je pense que c'est le Financial Times ou bien The Economist, je pense que c'est soit c'est The Economist ou bien le Financial Times. Généralement, il a souvent une chronique dessus. So, ici, Terry Smith, si vous avez des vidéos YouTube, ici, allez-y voir ces vidéos YouTube. Et je pense qu'il y a une vidéo ici sur YouTube. Quelqu'un a fait une vidéo dernièrement sur Terry Smith en français. Et c'est une très belle vidéo. Je pense que si je la retrouve ici, je vais la partager sur la chaîne. Et c'est essentiellement value ici, hein. So, et quality value, d'accord. Vous allez voir ici que son fonds ne s'est pas bien comporté cette année-ci. Mais ce n'est pas plus grave que ça, parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas un an qui compte. Donc, allez-y, regardez son portefeuille également. Il y a également de bonnes choses à aller chercher. Otis, il vient d'acheter du Otis ici. Est-ce que Otis a souffert cette année-ci? Je pense que Otis souffre à peu près parce que le ralentissement de la construction en Chine, etc. Beaucoup de gens peuvent... Vous allez voir que la plupart des entreprises qui sont dans le segment ici de la construction, donc Otis, ça va, hein, c'est correct. Donc, Terry Smith ici fait partie de notre liste, normalement. So, vous pouvez également suivre son portefeuille. Après ça, Bill Miller. Bill Miller a une particularité, c'est que c'est un growth investor. Et c'est un value investor, mais il est très axé croissance. OK? En fait, il a même pas la faculté, je sais pas, c'est un philosophe à la base et quand il regarde une entreprise, il ne la regarde pas du point de vue quantitatif. Il ne prête pas beaucoup d'attention. Le quantitatif est important pour lui, mais il prête plus d'attention au business model de l'entreprise. Donc, c'est un peu comme un entrepreneur à la fin de la journée. Donc, il n'a pas peur d'investir sur Amazon, par exemple. OK? Amazon, il a investi sur Amazon depuis les débuts, depuis après le IPO ici, et tout le monde n'y croyait pas. Personne ne croyait en Amazon. Et il était parmi les seuls à leur dire que cette entreprise est extraordinaire. Ce n'est pas comme s'il a dit plus tard. Dès le début, il avait vu qu'Amazon était une entreprise extraordinaire. Tout simplement parce qu'il avait pris la peine d'écouter le PDG, voir comment est-ce qu'il se comporte, voir également comment est-ce que les états financiers de Amazon se comportent. En fait, si vous regardez une entreprise du point de vue quantitatif uniquement, il y a de fortes chances qu'on se trompe. Parce que même s'il y a de bons résultats, vous devez comprendre pourquoi est-ce que ces résultats-là existent. Et qu'est-ce qui nous fait penser que ça va perdurer. Et lui, il a la facilité de pouvoir le faire ici. Il est très confiant dans ses résultats. Il a également acheté du Bitcoin. En passant, vous pouvez aller regarder Bill Miller, vous tapez Bill Miller, Bitcoin. Il les a achetés, je ne sais pas à quel prix il a acheté des Bitcoins pour son fonds ici. Mais ce qu'il avait fait, il avait dit du genre, j'ai mis moins d'1% de mon capital ou bien du capital de mes investisseurs sur le Bitcoin. Je suis prêt à les payer. Si je perds, je perds. Mais si je gagne ici, je pourrais potentiellement gagner énormément. Parce que voilà, je pense que si les gens commencent à voir qu'il y a de la valeur dessus, qu'est-ce que moi je dirais qui suis-je pour dire qu'il n'y a pas de valeur dessus? Même si c'est très spéculatif, il faut le reconnaître. Mais voilà, il y a une certaine utilité derrière. D'accord? So, il a acheté du Bitcoin et à la fin, je pense qu'il a dû faire du x10, un truc comme ça. Et ce qu'il a fait, c'est au lieu de revendre, en fait, il a redistribué
ce Bitcoin-là à chacun de ces investisseurs ici au prorata. Donc, c'est dépendamment de l'argent que vous aviez investi chez lui. Donc, au prorata ici. Et il leur a demandé de faire ce qu'ils veulent avec. S'ils veulent, ils gardent. S'ils veulent, ils vendent. Donc, et lui, si on lui a demandé qu'est-ce qu'il a fait avec, il a dit il a gardé. De toutes les façons, il dit que façon pour lui, il a déjà récupéré son capital de départ. Et que maintenant, tout ce qui reste sur le Bitcoin, c'est uniquement les bénéfices. Et que même s'il les perd, ça ne change rien dans sa vie. So, vous pouvez voir ici que sur Amazon, il a investi sur Amazon depuis très longtemps. Attention, ici, Bill Miller travaillait avant pour Legg Mason. Legg Mason qui est un fonds value également. OK? So, quand on met ici Miller Value Partner, c'est son nouveau bébé. OK? Ça n'existe pas depuis très longtemps. Et il a une particularité, c'est que pendant, je pense qu'une quinzaine, une vingtaine d'années, je pense que jusqu'en 2008-2009, il n'avait jamais sous-performé le S&P 500. D'accord? Et quand vous regardez une quinzaine d'années à partir de 2006, vous allez voir qu'ici, on est passé par la bulle Internet ici. Et pendant la bulle Internet, il n'a pas sous-performé le marché. Et c'est un gars qui investit uniquement dans les entreprises croissantes, mais tout en se gardant toujours un élément quantitatif derrière. Il y a toujours un élément financier derrière. Enfin, quand je dis financier, l'entreprise ici dans laquelle il investit, il regarde toujours l'aspect financier. D'accord? Au-delà de regarder, même s'il prête assez d'importance au business model, mais également l'aspect financier est important pour lui. Mais de toute façon, toutes les entreprises qu'il a ici, vous allez généralement voir des croissances très, très élevées. OK? Donc, n'hésitez pas à aller voir son fonds ici, etc. ici, mais faites attention, il change également très vite d'avis, il n'a pas peur de le faire. OK? Donc, c'est un investisseur, moi j'appelle ça, c'est un investisseur entreprenant. So, ça c'est Bill Miller. C'est toujours intéressant à aller regarder également si vous aimez si vous voulez à peu près du peps dans vos portefeuilles. Ici, après ça, je vais regarder Bill Nygren. Bill Nygren, c'est également un value investor, quality value investor. Donc, je pense que j'en ai parlé sur une de mes vidéos ici. Donc, Bill Nygren, quality value, son fonds ici s'appelle le Hawkmark Select Fund. Ce n'est pas le seul parce que dans la famille Hawkmark Select, ici, il y a plusieurs fonds à l'intérieur. Mais en tout cas, prêtez attention à celui-ci, Bill Nygren, par rapport à ce qu'il a dit dernièrement. Je pense que si vous arrivez sur cette page-ci à Commentary and Article, vous allez voir ici une interview de Bill Nygren. Je pense que c'était l'interview qui est dans Motley Fool, c'est sûr. Je l'ai mentionné dans une de mes vidéos ici. Allez-y regarder cette interview-là. Allez-y, lire l'interview en question. C'est important. Il y a toujours de bonnes choses qu'on peut suivre ici. Donc, vous voyez ici également que sur ce site-ci, on vous partage également beaucoup d'informations, les interviews, etc. Moi, j'aime écouter des investisseurs de quality. Donc, je n'aime pas écouter tout le monde. Pourquoi? Parce que je connais ma stratégie d'investissement. Ça me parle. Donc, je n'ai pas besoin d'aller écouter un trader. Je n'ai pas besoin d'aller écouter quelqu'un qui a une stratégie à court terme ici, ou bien quelqu'un qui est un macro-investor. Donc non. Par exemple, les Ray Dalio, très rarement j'écoute des vidéos de Ray Dalio. Je ne dis pas c'est un très bon investisseur, mais ça ne me parle juste pas. Parce que je ne suis pas un top-down, je ne pars pas de la macroéconomie pour investir sur les entreprises. Je pars de la microéconomie pour aller vers la macro. Donc, c'est très rare. On se ressemble pas beaucoup en tant qu'investisseur, donc je ne l'écoute pas beaucoup. Pour certains l'écoutent, moi pas du tout, ou bien très rarement. Mais n'empêche qu'il a de bonnes choses à dire. Ok? Vous allez également remarquer ici qu'il y a quelqu'un que j'aime bien, qui est Howard Marks, mais je ne l'écoute pas, je ne regarde pas son fonds, son portefeuille ici. Parce que voilà, je ne pense pas qu'on ait la même stratégie d'investissement. Mais en tant qu'investisseur ici, il parle très bien. OK? Il dit exactement ce que... L'un de ses livres ici c'est la chose la plus importante, qui est un excellent livre et qui parle beaucoup d'investissement, qui parle de risque également. Donc, surtout de risque. Et c'est très important, le risque, quand on décide d'investir. Donc, Bill Nygren, c'est quelqu'un à suivre. Ensuite, on va voir qui ici? Christopher Owen. Christopher Owen ici, il a le TCI Fund, donc Chris Owen. Donc, son fonds, c'est TCI Fund, Children Investment Fund, je pense bien. C'est comme ça que ça s'appelle, donc le TCI Fund ici. C'est un value investor, c'est un quality value. De façon, tous sont des quality values ici. So, vous allez voir ici... Alphabet dans son portefeuille, Microsoft, Canadian National Railways, on l'a étudié dernièrement. Canadian Pacific, on les a étudiés dernièrement. Faites attention à ces entreprises-là. En cas de récession, prêtez attention à ces entreprises. Parce qu'elles pourraient potentiellement représenter des opportunités générationnelles. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne. OK? Arrêtez de regarder d'autres entreprises qui ne sont pas qualitatives. Actuellement, et je dis bien actuellement, construisez une watchlist qualitative, essentiellement. OK? Et prêtez attention à ces entreprises-là uniquement. Et éliminez de vos portefeuilles des entreprises qui ne sont pas bonnes. OK? Donc ici,
On regarde sur le portefeuille ici, vous allez voir qu'il a acheté du Canadien National ici depuis les 80-90 $ ici aujourd'hui. Et vous allez voir que son portefeuille ici est très concentré. SPI, SPGI, on l'a étudié. Visa, on l'a étudié. Même si je pense que Visa est correctement évalué ici, il pourrait peut-être potentiellement représenter une opportunité d'investissement si la croissance continue à perdurer dans le temps. Donc, Moody's également, on ne l'a pas encore étudié. Google est là. Union Pacifique, vous voyez, Union Pacifique, Canadian National Railways, Canadian Pacific, il a les 3 entreprises. Il a 3 railways dans son portefeuille. Extrêmement concentré, il n'a pas peur de le faire parce qu'il sait essentiellement que au pire, il récupère son argent. Et si vous regardez son fonds, si vous allez sur sa page, il a publié une note dernièrement par rapport à Google. Il a demandé à Google de réduire le nombre d'employés, de réduire la compensation aux employés ici parce que c'était trop élevé et essentiellement ici de redistribuer le capital et d'augmenter ses marges. Et il sait que Google Power a des marges de 40% ici en termes de marge opérationnelle, dont le bénéfice net peut augmenter ici. Donc, il a donné à peu près des indications. Donc, c'est à peu près, il a essayé d'être activiste ici. Donc, allez-y lire ce document-ci. Et il n'écrit pas très souvent. Donc, quand il écrit, généralement, c'est qu'il en a déjà marre. Bon, il a également il a la force pour le faire parce qu'il a investi près de 6 milliards dans cette compagnie-ci. Donc, ce n'est pas n'importe qui. So, TCI Fund Management, très bon fonds également à suivre. Donc, après ça, on va regarder qui sur la liste. On a Thomas Rousseau, d'accord. Donc, Thomas Rousseau ici. Je pense que j'ai fait une erreur. J'avais déjà cité Gainer plus haut. Donc, Thomas Rousseau. Donc, Thomas Rousseau ici, je pense qu'il est c'est également il travaille également ici pour je pense pour un assureur, si je ne me trompe pas. Rousseau. OK. Gardner, non, je pense pas. Donc, Gardner, Rousseau and Quinn. Donc, vous allez voir ici qu'il a du Berkshire Hathaway depuis très longtemps, du Nestlé depuis très, très, très longtemps, du Mastercard, Google, Philip Morris, Heineken, compagnie financière Richmond, Pernod Ricard, Berkshire Hathaway, je pense que c'est la classe B ici, Martin Marietta, Unilever, Ashtead, franchement. Toutes ces entreprises-là, il y a de grandes chances qu'elles soient qualitatives au moins. Donc, prêtez attention à tout ce qui est 1%, 0,5% en montant ici. Donc, Brown-Forman, il détient cette entreprise, je pense, depuis très, 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 très longtemps. OK? Donc, vous allez voir ici que dans Brown-Forman, ici, il a commencé à vendre un tout petit peu depuis à peu près essentiellement, depuis quelques années. Il vend, parce que Brown-Forman est très, très surévalué. On l'a étudié dernièrement également. Mais c'est une très belle entreprise. Jack Daniels, c'est Brown-Forman. D'accord? On continue sur la liste ici, après Thomas Rousseau, Seth Klarman. Si vous connaissez le livre Margin of Safety, c'est le livre le plus cher dans le domaine des investissements, c'est un livre très cher. Il est très cher pour une seule raison, il n'y a jamais eu de réédition. Donc, si vous trouvez quelqu'un avec une copie de ce livre-ci, une copie exacte, donc une vraie copie, d'accord, version originale, parce qu'il y a des fausses copies de partout ici. C'est clairement ici margin of safety, Amazon. On va aller sur Amazon, allez regarder. Ce livre-ci ne se vend plus en physique, vous ne pouvez plus le trouver. Et si vous trouvez cette entreprise, si vous trouvez ce livre-ci, il coûte 2000 $ par là, et vous n'êtes même pas sûr que ce soit le vrai. Ce sera la véritable copie. Donc, il est très recherché ici pour les collectionneurs. C'est un très bon livre. Ça vous parle de risque d'investissement, etc. C'est un très bon livre. Et ce monsieur-ci a une particularité. Est-ce que vous savez que pendant 30 ans, il a généré 20% en moyenne? Je dis bien 30 ans, il a généré 20% en moyenne. Donc, 20% en moyenne sur 30 ans, ça veut dire ceci. Ça veut dire que si vous avez investi 1000 € dans son fonds, vous aurez eu, après 30 ans, 237 000 minimum, sans avoir ajouté quoi que ce soit. Je dis bien 237 000. Et vous savez, ce qui est drôle dans l'affaire, c'est qu'il arrive à générer ce genre de performance avec 75% de son portefeuille uniquement investi. Donc, ça dit qu'il a toujours 25% en cash. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que techniquement, s'il avait investi 25%, s'il avait investi 100% de son capital à chaque fois, il aurait eu un retour peut-être plus élevé que ça. Plus élevé que ça. C'est fou. C'est complètement fou. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais franchement, c'est une performance inégalée. Et essentiellement parce que c'est un deep value investor. Donc, quand il investit dans une compagnie, c'est essentiellement parce qu'il y a un asset play. Donc, il a son downside, je pense que son capital est protégé généralement par un actif. Par exemple, vous allez regarder ici qui détient du Viasat. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il a acheté du Viasat.
Et c'est essentiellement quelqu'un qui, parfois, il investit dans des compagnies qui sont en bankruptcy, donc qui sont en banqueroute ici. Donc, donc généralement, voilà, quand on les vend à la casse, il va au tribunal, il les rachète. OK? So, ici, c'est un asset play. Je suis sûr et certain que c'est un asset play. Et il continue à rajouter tranquillement. L'action n'a pas trop bougé, hein, mais ça fait plusieurs années qu'il détient cette compagnie. Et il ne bouge pas du tout. Il est très calme dans ses investissements. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment quelqu'un, c'est un investisseur long terme. Après, il a d'autres entreprises ici, mais quand il décide d'investir dans une entreprise, c'est qu'elle est extrêmement sous-évaluée. Je dis bien extrêmement sous-évaluée. Donc, c'est la particularité de ce monsieur. Donc, quand vous voyez comme il prend une position, par exemple, dans Lithia Motor ou bien dans Fidelity, ça, c'est une compagnie sous-évaluée. FIS. FIS est sous-évalué. Très sous-évalué même. Donc, FIS, Fidelity National Information, d'accord, prêtez attention. Quand il prend position, par exemple, voilà, dépendamment des entreprises dans lesquelles il prend position ici, c'est toujours un moyen, c'est toujours important de regarder ces entreprises, de les observer. OK? Et rappelez-vous qu'il garde toujours 25% de son capital en cash. Je ne sais pas combien de personnes peuvent faire ça ici. Même moi, je suis incapable de le faire. J'ai toujours envie de tout mettre en général. Donc, on continue ici sur la liste, ok. Vous allez voir ici, après Seth Clarkman ici, on a Rick Sena, je pense c'est Bzena, je pense que comme ça se lit. On est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord. Donc là, on a Rich Spena ici qui est à peu près, c'est un deep value investor également. Donc essentiellement, lui, c'est quelqu'un qui est très basé sur le price to earning. Il adore le price to earning. Et voilà. Allez-y, regardez son portefeuille, vous allez voir essentiellement ce sont des entreprises qui sont sous-évaluées au niveau du price to earning. Toujours, d'accord? Quand il achète du VF Corporation qu'on a étudié ici, allez-y, regardez le price to earning de VF Corporation ici. Donc, si vous voulez, on peut faire ça ici. Hein. Je pense qu'on nous donne des datas sur cette compagnie. Je pense qu'il nous donne déjà, ce site-ci nous donne déjà des datas. Voilà, ici, on va regarder le PER de l'entreprise ici, price to earning ici. Qu'est-ce qu'on a? Le PER, voilà. Est-ce qu'on a le PER ici? Ratio, ok, c'est ça. Ici, vous allez voir ici le price earning sur les 12 derniers mois est de 31, mais si vous prenez le forward PE, vous allez avoir une information vous allez avoir quelque chose de moins élevé que ça. Donc faites attention ici. C'est essentiellement, il se base beaucoup sur le PER ici. D'accord. Je pense également que le PER de cette compagnie, l'entreprise est extrêmement sous-évaluée. Allez-y la regarder du point de vue de son free cash flow également. Je pense qu'on peut le faire ici. Je pense qu'on avait regardé VFC ici, VFC, VF Corporation. Je pense que c'est un dividende aristocrate également. Je vais la regarder ici du point de vue free cash flow, même si je pense que les free cash flow sont en berne présentement pour une raison particulière. D'accord. Donc, net income ici, on compare les deux également. Donc, c'est essentiellement la consommation discrétionnaire. Donc, si on regarde ici en moyenne, vous allez voir que la moyenne ici, c'est à peu près aux alentours de 1 milliard. Actuellement, ici, on a une capitalisation aux alentours de 12 milliards par là. Donc, techniquement, ici, si on prend 1 divisé par, c'est même 13 milliards, on a un rendement à peu près de 7%. D'accord. Donc, le rendement ici par rapport au PE est de 7%. Vous voyez ici, le forward PE est de 13 fois les bénéfices. OK. Or, l'entreprise s'échange vraiment des PE bien plus élevés que ça. Ça, c'est pour Xena ici. Donc, c'est un deep value. Après ça, nous allons voir sur la liste. Bon, pour la liste des value investors, c'est terminé. Et ici, j'aurai une mention spéciale ici pour les activistes. Si vous connaissez un activiste ici, un activiste, en fait, c'est quelqu'un qui prend position dans une entreprise pour qu'il y ait des changements. Donc, quand il prend position dans une entreprise, c'est qu'il veut, par exemple, virer le PDG, qu'on vende un segment d'activité ou bien que l'entreprise augmente les prix ou bien que l'entreprise fasse une acquisition ou bien rachète ses actions. Donc, vous allez voir, par exemple, ici, vous allez voir des gens comme Bill Ackman, d'accord, très célèbre pour avoir shorté le marché. Enfin, il a shorté le marché, mais d'une certaine façon, je pense qu'il a acheté ici des assurances ici. Donc, je pense, je ne sais pas comment on appelle ça ici. J'ai oublié le nom, mais pendant la pandémie ici, je pense en décembre 2020 ici, soit décembre 2020 ici ou bien 2019 ici, il a acheté une protection sur le S&P 500 ici, donc il a shorté le marché, il a fait beaucoup d'argent alors il a fait des milliards, alors qu'il avait investi moins d'une centaine de millions ici, à peu près, quelque chose par là. Donc le risque ici était très peu élevé pour le potentiel de croissance. Donc, essentiellement ici, quand il prend position dans une entreprise ici, c'est parce qu'il veut des changements. Il est très réputé pour avoir toujours du succès dans les compagnies comme de chemin de fer. D'accord? Si vous regardez son historique, il a toujours eu du succès dans ce genre d'entreprise. Le Hilton, le Quick Service Restaurant ici, dans Restaurant Brand ici, je pense Restaurant Brand, c'est celui qui détient ici Pizza Hut, ce genre de choses-là. Et je pense également que c'est eux qui ont, si je ne me trompe pas, c'est eux qui détiennent l'entreprise qu'on appelle KFC. Si je ne me trompe pas. Je pense qu'ils détiennent le KFC ici. Juste aller regarder les brands ici. C'est une belle entreprise, hein?
C'est pas comme du McDo. En fait, ils sont très diversifiés ici. Donc, vous allez voir, il a Burger King, Tim Hortons, Popeye, Firehouse. Je pense que ce sont les 3 marques qui détiennent ici. Oui, c'est ça. Donc, c'est plus Burger King ici. Donc, c'est cette entreprise qui détient Burger King. Tim Hortons, c'est plus canadien ici. Donc, vous pouvez aller voir ce qu'il a dans son fond. Et ici, j'ai aimé cette personne-ci. Enfin, pas aimé, mais j'ai adoré quand il a acheté Chipotle, Mexican Grill. Chipotle ici, c'est également c'est un peu comme du McDo, mais plus orienté santé ici, d'accord? Plus orienté santé, bouffe mexicaine, ok? Et vous allez voir ici qu'ils ont connu un problème en 2016 par là, notamment parce qu'il y avait eu du E. coli, je ne sais pas si vous connaissez le E. coli ici, donc la nourriture avait été contaminée, il y avait des gens qui étaient tombés malades à cause de ça, et ce n'est pas la première fois que ça arrivait, donc on a vendu des actions massivement ici, et lui, il les a rachetés pour une bouchée de pain ici, aux alentours de 200, $400 par là, et regardez aujourd'hui, c'est $1,600. $1,600 l'action. Tout simplement, il a dit ceci, que cette entreprise, le problème qu'ils ont présentement est temporaire. Ce n'est pas durable. Tout ce qu'il a fait, c'est améliorer le process. Et c'est tout. Et voilà. Et c'est tout. Il a acheté la majorité de sa position à ce niveau-ci. $400 par là, il est encore là jusqu'aujourd'hui. D'accord? C'est un activiste. Quand vous le voyez dans une entreprise, c'est parce qu'il veut un changement. Howard Hughes, c'est plus différent ici parce qu'à la base, ses parents sont des gens qui ont investi à peu près dans l'immobilier. Donc, il s'y connaît également dans l'immobilier. Et si vous regardez en 2008, il a fait beaucoup d'argent dans l'immobilier. Énormément d'argent dans les entreprises immobilières, dont une entreprise qu'il avait achetée pour une bouchée de pain alors qu'on pensait que l'entreprise allait faire faillite. Allez-y lire dessus. Il a également connu des revers, notamment avec Valeant, qui s'appelle maintenant Bausch & Lomb, je pense bien. Mais allez-y regarder, ça peut être également quelqu'un d'intéressant à suivre. Donc, c'est un activiste. Donc, quand il prend position, c'est parce qu'il veut des changements. Donc, ça peut être un catalyseur. Donc, quand un activiste prend position, vous pouvez également réfléchir et vous dire OK, si l'entreprise est sous-évaluée et puis si je comprends l'entreprise, je peux également prendre position ici parce que je pense que c'est quelqu'un qui veut du changement. D'accord? Donc, vous avez déjà un catalyseur gratuitement ici. Vous allez voir Loeb. Je pense que c'est Sébastien Loeb ici. Donc, non, c'est pas Sébastien Loeb. Oh là, lui, c'est le pilote de course ici. Non, c'est Daniel Loeb. Je pense bien. Daniel Loeb. D'accord? Third Point, c'est un activiste. Quand il prend position dans une entreprise, c'est parce qu'il veut du changement. Donc, s'il a pris position ici, dans ces 2 entreprises ici, c'est parce qu'il veut du changement. Oh, Twitter, c'est bizarre. TGX, très belle entreprise. Dupont, très belle entreprise. Non, enfin, pas très belle entreprise, mais dans Dupont, je sais pourquoi il a pris l'entreprise ici. Je pense qu'il voulait une séparation, un truc comme ça. Danaher également, belle entreprise. Ici, vous avez Daniel Loeb. Après ça, vous avez David Einhorn. Je pense bien que c'est comme ça que ça se dit. D'accord? Je pense que c'est son nom. Hein. Einhorn, d'accord? Énorme ou bien Einhorn, je ne sais pas comment on le prononce. Ici, voilà. Essentiellement, tous sont achetés du Twitter. Mon Dieu, c'est bizarre ça. C'est très, très bizarre. Vous voyez ici que c'est essentiellement un activiste. Vous allez voir son portefeuille ici. Si vous le suivez, faites très attention. Lui, il sait ce qu'il cherche quand il va dans une compagnie. Donc, c'est essentiellement un activiste. Parfois, il veut une séparation. Parfois, il veut que l'entreprise ici augmente les prix. Parfois, il veut que l'entreprise ici fasse rachète des actions, etc. Bref, ça, c'est pour lui. Après ça, ici, on a Carl Icahn. Si vous avez vu le film Wall Street, l'argent ne dort jamais, avec Gordon Gekko. Vous savez que Gordon Gekko, c'est Carl Icahn. C'est exactement... En fait, le film s'inspire de Carl Icahn. Oui. Donc, si vous aimez Gordon Gekko, dites-vous que c'est lui, là. Lui. Quand il prend position dans une entreprise, il veut du changement. C'est bizarre. Vous n'avez pas remarqué que tous sont du Twitter? Tous ces gens qui sont dans le segment activiste, je ne l'avais pas remarqué. Ils ont du Twitter depuis longtemps. Oh là là, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. En tout cas, peut-être qu'ils ont revendu en temps. Il détient du IEP ici qui est coté en bourse. Je ne vous recommande jamais d'acheter cette compagnie ici, même si elle distribue un gros dividende. Mais voilà, c'est géré essentiellement pour lui-même. Donc vous allez voir ici quand il détient du ERC Holding ici. ERC Holding, c'est une belle entreprise. Si vous aimez du ERC Holding, vous allez aimer une entreprise qu'on appelle United Rental, qui est une belle entreprise, mais ne la regardez pas du point de vue du free cash flow ou bien du point de vue des net income. D'accord? C'est très particulier. Et peut-être quand on va analyser cette compagnie, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. Parce que, bref, on n'est pas là pour ça, d'accord? Donc, j'aime cette compagnie-ci et j'aime également une compagnie qu'on appelle United Rental. C'est une excellente entreprise. Mes amis, permettez-moi de parler d'excellente entreprise. Arrêtez de me demander d'analyser des entreprises qui n'en valent pas la peine du tout, même si je suis très gentil. Mais je pense qu'en 2023, on va arrêter de le faire littéralement. Si l'entreprise n'est pas qualitative, on ne va juste pas l'analyser du tout. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est juste parce que voilà, je veux garder un certain standard au niveau de la qualité. Je veux que quand vous arrivez sur cette chaîne-ci, essentiellement que vous ayez la certitude de trouver en majorité des entreprises qualitatives.
Bref, on continue ici. On a Carl Icahn et en dernier lieu, Nelson Peltz. Nelson Peltz ici, il est très réputé ici pour investir essentiellement dans les dans les entreprises ici qui ont du brand, qui ont un peu comme des Colgate, etc. Donc, à la base, Cisco, il a presque bâti Cisco. Presque, je le dis, il a presque bâti Cisco. So, ici, vous allez voir, il a du Wendy's, du Mondelez, on l'appelle ça, je pense que c'est plus des consumer staples, donc la consommation défensive ici, donc plus les brands comme ça. Donc, il aime bien, il a beaucoup de succès dans ce genre d'entreprise aussi. D'accord. Mondelez, ça ne pèse pas énormément, mais vous voyez que ces nouvelles positions sont là. OK. So, il a du Wendy's, etc. Donc, il est très concentré également. Voilà à peu près la liste ici des investisseurs. Donc la vidéo est un tout petit peu durée comme d'habitude ici, mais je voulais vous donner à peu près, voilà, essayer de dire un tout petit peu quelque chose sur chacun des investisseurs que j'ai choisis ici. Et je vous ai dit que c'est ceux qui respectent à peu près la stratégie d'investissement que moi j'ai. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont sur cette liste, les gens qui ne se retrouvent pas sur cette liste ne sont pas bons, parce qu'essentiellement tous ceux qui sont ici sont des quality, sont des value investors, mais certains le font d'une certaine façon. Je n'ai pas cité Charlie Munger parce que si je cite Warren Buffett, je cite Charlie Munger, mais il faut savoir que Charlie Munger a son propre fonds, d'accord, qu'on appelle DJCO. C'est pas en tant que tel un fonds, c'est une entreprise qui est en train de mourir, mais qui dégage énormément de cash et il prend le cash ici pour investir massivement ici. Ok, c'est DJO qui est coté en bourse. Ok, donc vous allez voir ici qu'on investit. C'est eux qui, quand on dit Charlie Munger a acheté du Alibaba. En fait, il a acheté du Alibaba dans Daily Journal Corporation. Et ce n'est pas son seul portefeuille. Il a un portefeuille totalement privé ici que vous ne pouvez pas juste voir. Donc, je pourrais également citer quelqu'un qu'on appelle Li Lu. Très bon investisseur. En fait, c'est lui, par exemple, je pense que c'est lui qui a influencé Charlie Munger afin qu'il investisse dans Alibaba. C'est lui qui a influencé Warren, c'est Charlie Munger qui a encouragé Warren Buffett à investir dans, je pense qu'il y a une compagnie chinoise dans laquelle Warren Buffett a investi. Oh, j'oublie le nom littéralement ici. Il a fait beaucoup d'argent dessus. En fait, la compagnie chinoise, je pense qu'elle fait des batteries, un truc comme ça. Je ne sais pas je pense qu'il a revendu dernièrement ici. Donnez-moi juste un instant, je regarde son portefeuille ici, juste pour voir si cette entreprise-là est mentionnée ici. Parce que sinon, j'oublie le nom ici. Bref, il a encouragé à investir massivement dans cette compagnie-là très très longtemps et il a fait beaucoup, et Warren Buffett a fait beaucoup d'argent dessus. Et vous allez également voir que je suis sûr et certain que Charlie Munger a quelque chose à voir dans Taiwan Semiconductor. Mais parce que Li Lu, quand ils veulent prendre position en Chine, ils posent généralement des questions à Li Lu. D'accord? Parce que Li Lu est très investi en Asie. Et si vous regardez son portefeuille ici, c'est pas le portefeuille, c'est pas tout son portefeuille, hein. Non, 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 non. Ça, c'est le portefeuille ici qui concerne les entreprises nord-américaines. Parce qu'il est très investi en Asie. D'accord? Ça, c'est rien du tout dans son portefeuille de toutes les façons. Mais c'est un value investor. So, c'est un quality value. Parce qu'il se base également sur la qualité ici. Sinon, on aurait pu citer d'autres personnes ici. Mais je vais me limiter là. Donc, prochainement, quand vous allez venir ici sur le site Dataroma, prêtez attention dans le portefeuille, regardez à peu près le portefeuille de ces personnes-là et posez-vous la question pourquoi est-ce qu'ils achètent. Donc c'est uniquement à titre d'information. Donc pas la peine de venir demander sur YouTube, montre ton portefeuille ou machin. Je pense que je suis un piètre investisseur. N'oubliez jamais ça. Ils sont bien meilleurs que moi. Donc, sans doute ici, quand vous allez regarder leur portefeuille ici est public, donc vous pouvez aller regarder ça et piquer des informations là-bas. D'accord? On est en décembre, effectivement. Je vais également vous montrer mon portefeuille au courant de ce mois de décembre aussi. Mais vous allez voir qu'il y aura il y aura de très belles surprises, d'accord? Donc, je n'en dis pas plus. So, ça sera tout pour aujourd'hui. Et je rappelle une fois que c'est uniquement à titre d'information. Peut-être qu'on fera des vidéos individuelles ici par rapport aux entreprises intéressantes dans chacun des portefeuilles que j'ai mentionnés, des investisseurs que j'ai mentionnés ici. Donc, maintenant, je pense que quand vous allez arriver sur Dataroma, vous saurez exactement qui est-ce que je dois suivre. D'accord? Et pourquoi est-ce que je dois suivre cette personne-là? Donc, il faut absolument connaître la stratégie derrière. D'accord, avant la stratégie de l'investisseur, donc sa philosophie d'investissement. Ok, donc je ne vais pas citer par exemple Bill Gates parce que techniquement Bill Gates pour moi c'est juste pour protéger son argent, donc ça n'a aucun intérêt pour moi d'aller regarder qu'est-ce que la fondation Bill et Melinda Gates achète. Personnellement, voilà. Il n'y a rien à voir là-dessus, ok? Donc, il achète pour des différentes raisons ici. Et je ne connais pas la stratégie d'investissement ici. Bon, je pense qu'il est plus dans la protection du capital, ok? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.